Pendant une semaine, j'ai pu découvrir la région du Perche et également un peu aux alentours. Je vous emmène découvrir cette région riche en paysages et en patrimoine. Mais tout d'abord, arrêtons-nous à la basilique de Lisieux. Nous voici maintenant dans le Perche, à Mortagne-au-Perche plus exactement. J'ai eu l'occasion de visiter cette chapelle extrêmement bien conservée et surtout libre d'accès. Je vous laisse admirer son architecture. Cette chapelle et son cloître n'ont pas subi de transformation majeure depuis le XVIe siècle. Imaginez l'état de conservation. Ici, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour partir à la découverte du parc naturel régional du Perche. La cathédrale Notre-Dame date de 1160. Elle a subi toutefois plusieurs dommages, comme à la Révolution, ainsi qu'en 1940. Son orgue actuel date de 2006. Il étonne surtout par son aspect peu habituel. J'ai voulu exprimer la verticalité, l'idée de l'élancement, cette espèce de jaillissement traditionnel gothique où l'on a un épanouissement, quelque chose qui part, qui va s'élever, qui va à la fois s'élever avec le son, qui va s'élever avec la lumière. Bruno de Caris, architecte des monuments historiques. L'orgue a été réalisé par Pascal Coirin, facteur d'orgue. À Nogent-le-Rotrou, voici le château des Comtes du Perche. Le château abrite également un musée. L'endroit est très agréable, surtout que le beau temps était de la partie. Non, je vous rassure, je ne suis pas allé au Canada. Mais en allant au petit village de Tourouvre, au sud de Mortagne-au-Perche, vous allez quand même pouvoir découvrir une partie de l'épopée canadienne. De 1609 à 1741, 340 percherons ont tenté l'aventure de la Nouvelle-France. 80 d'entre eux étaient originaires de la paroisse de Tourouvre. C'est un petit peu l'histoire que vous allez découvrir. D'abord, en entrant dans l'église, vous y découvrirez 2 vitraux qui retracent une partie de l'épopée, et ensuite en visitant le musée.
Les muséales de Tourouvre sont un site qui regroupe deux musées, le musée de l'immigration française au Canada et le musée des commerces et des marques. Le musée de l'immigration française au Canada retrace l'histoire locale des gens, des percherons partis au XVIIe siècle dans la colonie de la Nouvelle-France et ceux qui sont devenus aujourd'hui les ancêtres des francophones québécois. Le musée des commerces et des marques vous présente l'histoire de la consommation française en partant de l'épicerie d'antan jusqu'à l'arrivée du supermarché dans les années 50. Et elle a à la base une collection des objets de commerce d'autrefois qui ont appartenu à une seule personne, M. Marzorati du Lignerolles, qui avait collectionné pendant sa vie tous ces objets liés au commerce. Nous avons aussi des expositions temporaires, donc en ce moment une exposition qui s'appelle Présence autochtone, des photographies des autochtones de William Notman, et une boutique avec des produits du terroir, des produits canadiens et un espace librairie avec des livres de spécialité sur l'histoire locale ou l'histoire de la Nouvelle-France et du Canada. Voilà. Visiter la Normandie sans boire de cidre, impossible. Je vous emmène visiter une exploitation bio en compagnie de Justine. On est parti ? C'est parti. Du coup, on est sur une exploitation familiale. Grégoire Ferré s'est installé ici en 2009. C'est une exploitation qui faisait déjà du cidre. Il y avait des vergers historiques. Et en fait, depuis, chaque année, on replante des nouveaux arbres, donc, comme le verger qui est juste ici. Donc, on travaille avec 35 variétés cidricoles, essentiellement des variétés endémiques du sud Normandie, comme la Doux Normandie, Douveret de Carouge, Rousset, Bedan. Et on a aussi du coup des poiriers, donc c'est ceux qui sont en fleurs juste là. Là, on est au tout début de la floraison, ça va durer environ 5 semaines. Et c'est le moment du coup important parce que dès qu'il y a pollinisation, derrière il y a des fruits. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de gelée. C'est un petit peu annoncé à la météo, ça nous fait un peu peur. Du coup, nous on produit du cidre, du jus de pomme, du calvados. Je vous montrerai tout à l'heure la salle de travail des cidres. Et sur à peu près 40 hectares. On a 20 hectares sur la ferme et 20 hectares en fait, sur la ferme familiale historique qui est à Mauves, donc à 5 km d'ici. Donc tout en agriculture biologique depuis 4 ans. On est en conversion, du coup ça fait 4 ans qu'on est converti en bio. Et donc c'est valable sur les cidres, les jus et bientôt sur les spiritueux parce que forcément ils sont en train de vieillir. Donc au fur et à mesure, on aura aussi les spiritueux en bio. Et en fait, ce qui grossit ici, le bulbe là, en fait, c'est le fruit qui est en train de se développer. Donc, ce qui est la tige de la fleur deviendra la tige du fruit, cette petite tige boisée qui est au-dessus des pommes et des poires. Et ça, ces 5 petits pétales en fait, de feuilles qui protégeaient initialement le bourgeon, sont les 5 petites feuilles en fait, qui resteront en bas du fruit une fois qu'il sera mûr. Alors du coup, les jus de pommes qu'on a pressés au mois d'octobre jusqu'au mois de décembre sont arrivés ici dans les cuves. Et là, en fait, on a un travail de fermentation. Comme pour le vin, en fait, on a des levures présentes naturellement sur les fruits qui vont venir grignoter les sucres à l'intérieur du jus. Et ce faisant, elles vont créer de l'alcool. Donc c'est un procédé qui prend environ 2 mois. Simplement, quand en hiver, il fait moins de 10 degrés dans cette pièce, les levures arrêtent de travailler. Et à ce moment-là, en fait, elles vont juste se reposer. Et donc le travail de transformation alcoolique ralentit. Et il redémarre en fait avec le printemps, avec le retour du soleil qui vient réchauffer le bâtiment. Et donc c'est en ce moment en fait qu'on suit donc vraiment semaine par semaine l'évolution de la densité de sucre
dans notre cuve. Et en fait, ça vient traduire en creux la création simultanée d'alcool en fait, dans notre cidre. Donc d'ici quelques semaines, il sera arrivé prêt à mettre en bouteille. Et à ce moment-là, il fera sa deuxième fermentation au sein de la bouteille, celle qui lui permet en fait d'obtenir des bulles. En fait, ce cidre, pour l'instant, il bulle très légèrement, mais en fait, il n'y a quasiment pas de bulles. C'est juste là l'effet de la précipitation. Mais rapidement, elles vont s'en aller parce que ces levures ont d'abord fait de l'alcool plus que de la gasification. Donc, c'est légèrement perlant, mais ce n'est pas encore prêt à déguster en tant que cidre normand réellement. Alors, nous, on travaille, c'est de la fibre de verre coulée dans de la résine. En fait, ça a l'avantage d'être très facilement lavable et transportable aussi parce que c'est léger. Historiquement, en fait, on faisait du cidre dans des barriques en bois qui ont l'inconvénient d'être un peu plus compliquées à laver et très lourdes, tout comme l'inox. Donc c'est pour ça que nous on travaille dans ce matériau. Après, du coup, c'est toujours possible de faire du cidre dans de l'inox, dans des cuves en bois, tout est possible. Alors, nos clients sont à 85% à moins de 50 km de la ferme. Voilà, donc on a vraiment une consommation qui est très locale. Ça s'explique en fait parce que en France, les gens ont l'habitude de boire du cidre avec des crêpes et avec la galette des rois, alors qu'en fait en Normandie, comme en Bretagne, comme au Pays Basque, on boit du cidre toute l'année, avec une potée de choux, avec du petit salé aux lentilles, avec le boudin noir de Mortagne au Perche. Enfin voilà, le cidre en fait on le marie avec tout, en cuisine sucrée-salée aussi pour faire revenir des légumes, des glacés, des choux, ça marche très bien. Et du coup, ça fait qu'on boit du cidre toute l'année, donc nécessairement, nos clients sont plutôt locaux aujourd'hui. Le conseil, évidemment, c'est de toujours avoir la bouteille prête à déguster, donc debout et au frais, au moins 1 heure avant. Parce qu'une bouteille, ça peut se stocker couchée, mais quand vous la redressez, les bulles vont se mettre en mouvement. Et même si vous l'avez redressée il y a 5 minutes, les bulles, elles continuent de tourner. C'est à ce moment-là que vous pouvez avoir un petit accident de gerbage, donc de débordement de la bouteille au moment de l'ouverture. Donc il faut toujours avoir une bouteille debout au moins 1 heure avant de servir. Buvez du cidre toute l'année et du jus de pomme. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Devant la maison des deux amis. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou que vous la connaissez. Cette maison, c'est une des plus grandes maisons médiévales de la cité Plantagenet. J'ai beaucoup aimé la cathédrale Saint-Julien. Elle a la particularité d'une nef romane qui côtoie un chœur et un transept gothique, pour offrir un condensé de styles architecturaux. Elle abrite actuellement une exposition de peinture que j'ai trouvée très intéressante. Donc, bienvenue à la visite des ateliers Bohain. Ici, il est possible de découvrir la seule fabrique d'aiguilles de France, des aiguilles à coudre qui sont utilisées des passionnés de loisirs créatifs jusqu'aux ateliers de haute couture. C'est un processus de fabrication qui est très étonnant parce qu'il est très long pour la taille de l'objet. Pour fabriquer une aiguille, il nous faudra pas moins de 27 étapes et 2 mois de production. Le parcours de visite, il est composé de plusieurs éléments. Déjà, le contact en première proximité directe avec nos collègues des ouvriers de la production qui fabriquent au quotidien les aiguilles, les épingles et tous les autres produits que nous pouvons fabriquer. Il y a également chez Bohain une partie de négoce qui est importante, qui nous permet de diversifier le catalogue et de permettre à l'entreprise de perdurer. Après les ateliers de fabrication, il est possible en saison de visiter une exposition temporaire, voire même plusieurs au cours de l'année. Et il y a également un très grand musée avec une scénographie très visuelle qui aborde différentes thématiques historiques, technologiques, sur l'histoire de l'industrie locale et de pourquoi on fabrique des aiguilles à coudre ici et pas ailleurs.